Bonjour, ici le docteur Franck de la chaîne Santé Plus 50+. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plan complet pour rester en meilleure santé après 50 ans. Pas un petit conseil isolé, pas un régime à la mode, mais une vision globale que vous pouvez suivre étape par étape à votre rythme. Je ne vais pas vous promettre de rajeunir de 20 ans, ni de supprimer toutes les maladies. Mais je vais vous montrer comment, même après 50, 60 ou 70 ans, vous pouvez encore influencer la vitesse à laquelle votre corps vieillit et votre chance de rester autonome plus longtemps. Avant de commencer, je veux dire deux choses importantes. Premièrement, ce que je vais vous dire ici est général. Cela ne remplace pas une consultation avec votre médecin. Si vous avez déjà des maladies importantes, des douleurs inhabituelles, des traitements lourds, des symptômes inquiétants, il faut toujours en parler directement avec un professionnel de santé. Deuxièmement, ne vous découragez pas si vous vous reconnaissez dans beaucoup de choses que je vais décrire. C'est normal, la plupart des gens, après 50 ans, ont plusieurs habitudes à corriger. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait. Ce qui compte, c'est de choisir un point de départ et de faire un petit pas, puis un autre, puis un autre. On commence. Je voudrais d'abord vous proposer un changement de manière de penser. Beaucoup de personnes me disent « Après 50 ans, tout se casse la figure, c'est normal, on ne peut plus rien faire. » On s'habitue à avoir mal quelque part, à être épuisé, à prendre du poids, à mal dormir, et on se répète « c'est l'âge ». La réalité est plus nuancée. Oui, le corps change avec le temps, on n'a plus la même récupération ni la même force qu'à 20 ans. Mais entre un vieillissement normal et un vieillissement accéléré, il y a une grande différence. Et cette différence dépend en grande partie de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler beaucoup plus de choses que vous ne le croyez. C'est pour cela que le plan que je vais vous proposer se construit en plusieurs étapes. La première grande étape, c'est savoir où vous en êtes. Beaucoup de gens vivent pendant des années avec une tension trop élevée, un sucre trop haut, un cholestérol très élevé sans le savoir. Ils se sentent un peu fatigués, un peu essoufflés, mais ils ne font pas le lien. Et un jour arrive l'infarctus, l'AVC, l'insuffisance rénale sans prévenir, du moins en apparence. Votre corps, lui, avait envoyé des signaux, mais personne ne les avait mesurés sérieusement. Alors concrètement, après 50 ans, le point de départ raisonnable, c'est un bilan avec votre médecin traitant. Ce bilan doit au moins inclure une mesure correcte de votre tension artérielle, une prise de sang avec au minimum glycémie à jeun, le sucre, cholestérol, triglycérides, fonction rénale, fonction hépatique, votre poids, mais surtout votre tour de taille. Votre point sur vos antécédents, familiaux, personnels, chirurgie, accidents, etc. et un rappel des dépistages recommandés. Cancer colorectal, sein, prostate, selon votre sexe et les recommandations de votre pays. Je sais que ce n'est pas toujours agréable d'aller se faire ausculter, de faire des prises de sang, mais c'est comme faire un contrôle technique pour une voiture. Vous ne le faites pas pour vous faire peur, vous le faites pour savoir où agir avant la panne grave. Donc, première action possible après cette vidéo, si cela fait longtemps que vous n'avez pas vu de médecin pour un vrai bilan, prenez rendez-vous. Même si vous vous sentez plutôt bien, c'est justement le moment idéal pour vérifier. Une fois que vous savez où vous en êtes, vous pouvez mettre en place les grandes briques du plan. La première grande brique, c'est l'alimentation. Je ne vais pas vous imposer un régime rigide, je vais vous donner une direction claire que vous pourrez adapter. Vous pouvez imaginer votre alimentation comme une balance entre ce qui nourrit vos cellules, protège vos artères, votre cœur, votre cerveau, et ce qui, au contraire, les fatigue et les abîme. Après 50 ans, votre corps tolère moins bien les excès de sucre rapide, les très gros apports de graisses saturées et de fritures, les plats ultra transformés très salés, très sucrés, pleins d'additifs, et l'alcool en grande quantité ou très fréquent. Et il a de plus en plus besoin de légumes variés, de fruits entiers, de protéines de qualité pour entretenir les muscles, de bonnes graisses comme l'huile d'olive, les noix, certains poissons, de fibres pour réguler le sucre, le cholestérol, le transit. Pour simplifier, je vous propose une image très pratique. Regardez votre assiette. Essayez aussi souvent que possible d'avoir la moitié de l'assiette remplie de légumes, crus, cuits, en salade, en soupe, peu importe, tant que c'est varié, un quart de l'assiette avec une source de protéines, poisson, œufs, volaille, légumineuses, tofu ou viande en quantité modérée.
et un quart de l'assiette avec un féculent, riz, pâtes, pommes de terre, semoule, pain, de préférence complet ou semi-complet. Si aujourd'hui vos repas ressemblent plutôt à pâtes plus viande plus peu ou pas de légumes, ou pain plus charcuterie plus fromage plus dessert sucré, alors vous avez là une première direction de changement. Prenons un exemple concret de journée. Au petit déjeuner, au lieu de 2 tartines de pain blanc avec beaucoup de conjatures, un verre de jus d'orange industriel, un café, Vous pourriez choisir un yaourt nature, un fruit entier, pomme, poire, orange, une petite poignée de noix ou d'amandes non salées, un peu de pain complet si vous le souhaitez, et votre café sans excès de sucre. Ou bien un œuf à la coque, une tranche de pain complet, une tomate ou un fruit, un thé ou une tisane. Au déjeuner, au lieu de beaucoup de viande grasse, des frites, un dessert très sucré, vous pourriez viser une belle portion de légumes, une portion de poisson ou de volaille, un peu de riz ou de pommes de terre, mais pas l'assiette entière, un fruit en dessert. Au dîner, plutôt léger, avec des légumes, une source de protéines en petite quantité et peu de féculents si vous avez peu bougé dans la journée. Si vous avez un diabète, des problèmes de reins, de foie, de cœur ou un régime particulier, adaptez ces conseils avec votre médecin ou un diététicien. Mais dans la majorité des cas, se rapprocher de ce modèle apporte déjà beaucoup. L'autre point clé de l'alimentation, c'est ce que vous buvez. Après 50 ans, votre boisson principale devrait être l'eau, plate ou gazeuse selon ce que vous supportez. Les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits industriels, les boissons énergisantes, les thés glacés très sucrés sont de vrais pièges. Ils font monter le sucre dans le sang très vite, fatiguent le pancréas, favorisent le diabète, le surpoids, les problèmes cardiovasculaires. Si vous en consommez tous les jours, réduire ou arrêter ces boissons est un des gestes les plus puissants que vous pouvez faire pour votre santé. L'alcool mérite aussi une attention particulière. Un verre occasionnel lors d'un repas festif n'est pas la même chose qu'une consommation quotidienne importante. Après 50 ans, l'alcool abîme plus facilement le foie, perturbe le sommeil, augmente la tension, favorise certains cancers. Si vous buvez régulièrement, demandez-vous honnêtement, est-ce que je pourrais passer plusieurs jours sans alcool? Est-ce que je bois pour me détendre, pour dormir, par habitude? Si la réponse est oui, il peut être très utile d'en parler à votre médecin pour organiser une réduction progressive ou un arrêt si nécessaire. Passons maintenant à la deuxième grande brique du plan, l'activité physique. Votre corps est fait pour bouger. Quand il ne bouge plus, tout ralentit. Le cœur, les poumons, les muscles, le cerveau, le transit. La sédentarité, rester assis ou allongé presque toute la journée, est un des grands ennemis de la santé après 50 ans. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir sportif de haut niveau. Vous avez besoin de bouger plus qu'aujourd'hui, régulièrement, intelligemment. Nous allons distinguer deux choses, ce que j'appelle le mouvement du quotidien et ce que j'appelle l'activité organisée. Le mouvement du quotidien, c'est tout ce qui fait que vous n'êtes pas assis toute la journée. Par exemple, marcher pour aller chercher le pain, monter des escaliers, faire un peu de ménage, jardiner, vous lever pour aller parler à quelqu'un au lieu d'appeler au téléphone depuis le fauteuil, marcher pendant que vous êtes au téléphone, vous lever quelques minutes chaque heure si vous travaillez assis. L'activité organisée, c'est ce que vous décidez volontairement de faire pour votre santé. Par exemple, marcher 20 à 30 minutes par jour à un rythme confortable, faire du vélo d'appartement, nager doucement, suivre un cours de gym douce pour seniors, faire des exercices de renforcement musculaire à la maison. Si aujourd'hui vous êtes très sédentaire, voici un plan simple. Semaine 1, décidez de marcher 5 à 10 minutes par jour, tous les jours. Pas besoin de marcher vite, l'important c'est la régularité. Semaine 2, passez à 15 minutes par jour. Vous pouvez les faire en une fois ou en 2 fois 7-8 minutes. Semaine 3 et 4, visez 20 minutes par jour si votre état le permet. Parallèlement, ajoutez progressivement des petits exercices de force 2 ou 3 fois par semaine. Par exemple, se lever et s'asseoir d'une chaise 10 fois de suite, puis vous reposer.
Faire 10 pompes contre le mur, les mains sur le mur, les pieds un peu en arrière, vous pliez les bras, puis vous repoussez. Tenir debout sur une jambe en vous tenant à une chaise pour travailler l'équilibre. Si vous avez des douleurs cardiaques, des essoufflements importants, des vertiges, des douleurs dans la poitrine, parlez-en à votre médecin avant de commencer. Il peut être nécessaire de faire un test d'effort ou un bilan plus précis. L'activité physique régulière a des effets incroyables. Elle améliore la sensibilité à l'insuline, donc aide à prévenir le diabète, elle baisse doucement la tension artérielle, elle augmente le bon cholestérol, elle entretient la masse musculaire et la densité des os, elle diminue le stress, elle améliore le sommeil, elle protège le cerveau. Même si vous commencez tard, même si vous allez lentement, cela vaut la peine. Troisième grande brique du plan, le sommeil. Votre sommeil, c'est le moment où votre corps répare, trie, consolide, nettoie. Si vous lui enlevez ce temps, ou si ce temps est de très mauvaise qualité, tout le reste en souffre. Après 50 ans, certains changements de sommeil sont fréquents. On peut se réveiller une fois ou deux pour aller aux toilettes. On peut se réveiller plus tôt le matin. Mais il n'est pas normal de dormir systématiquement 3 ou 4 heures par nuit, d'avoir des réveils très nombreux sans raison claire, de se sentir complètement épuisé chaque matin ou de faire des siestes très longues tous les après-midi parce qu'on ne tient plus debout. Reconstruire un meilleur sommeil demande du temps, mais vous pouvez déjà agir sur plusieurs leviers. Premier levier, la régularité. Essayez de vous coucher et de vous lever à peu près aux mêmes heures, avec une variation maximum d'1 heure. Votre cerveau aime les habitudes. Si vous changez d'horaire tous les jours, il ne sait plus quand lancer les processus de sommeil. Deuxième levier, la préparation du sommeil. Beaucoup de personnes passent des heures devant des écrans jusqu'à la dernière minute, absorbent des informations stressantes, puis éteignent tout et espèrent s'endormir immédiatement. Ce n'est pas réaliste. Essayez de vous accorder une période de transition de 30 à 60 minutes avant votre heure de coucher. Pendant ce temps, évitez les écrans lumineux, surtout le téléphone à quelques centimètres des yeux, évitez les informations anxiogènes, les disputes, les sujets trop chargés, faites des activités calmes, lire un livre, écouter de la musique douce, préparer vos affaires pour le lendemain, faire quelques étirements, pratiquer une respiration simple. Par exemple, vous pouvez essayer cet exercice de respiration. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Posez une main sur votre ventre. Inspirez tranquillement par le nez en laissant votre ventre se gonfler légèrement. Comptez jusqu'à 3 ou 4. Retenez votre souffle 1 seconde, puis soufflez doucement par la bouche en comptant jusqu'à 5 ou 6. Répétez ce cycle une dizaine de fois. Troisième levier, les substances qui perturbent le sommeil. La caféine reste longtemps dans l'organisme. Chez certaines personnes, un café après 16 heures suffit à perturber l'endormissement. Les boissons énergisantes, certains thés forts, certains sodas caféinés ont le même effet. L'alcool donne parfois l'impression d'endormir plus vite, mais il fragmente le sommeil, augmente les réveils nocturnes, perturbe les rêves, favorise les ronflements et les apnées. Les repas très copieux, très gras, très riches en sucre le soir peuvent provoquer des difficultés d'endormissement, des reflux acides, des réveils nocturnes. Si vous avez l'habitude de boire beaucoup de café dans la journée, de consommer de l'alcool le soir et de faire un gros dîner tardif, votre sommeil part avec plusieurs handicaps. Essayez progressivement de limiter le café et le thé fort à la matinée, de réduire ou supprimer l'alcool le soir, de dîner un peu plus tôt et un peu plus léger. Quatrième levier, l'environnement. Une chambre trop chaude, trop bruyante, trop lumineuse ou associée à trop d'activités, télé, travail, repas, n'aide pas le sommeil. Essayez, si possible, de réserver votre lit au sommeil et à l'intimité. Évitez de travailler dans le lit, de regarder des écrans pendant des heures allongées ou de manger dans le lit. Veillez à ce que la chambre soit à son possible sombre, à une température plutôt fraîche, relativement calme. Cinquième levier, les vrais troubles du sommeil. Si, malgré tous ces efforts, vous continuez à mal dormir, vous ronflez très fort, vous dites que vous faites des pauses respiratoires, vous vous réveillez avec des maux de tête, vous êtes épuisé toute la journée, il est très important d'en parler à un médecin. Une apnée du sommeil ou d'autres troubles spécifiques peuvent être présents. Les traiter peut transformer votre vie et ralentir votre vieillissement.
Je vais m'arrêter ici pour ce premier bloc consacré à votre bilan de départ, l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Dans le bloc suivant, nous continuerons avec la gestion de la tension, du sucre, du cholestérol, la protection de vos articulations et de votre dos, la santé de votre cerveau et de votre mémoire, la gestion du stress et du moral, vos sens, vue, audition, dents, et surtout, comment transformer tout cela en un plan simple, concret, que vous pouvez vraiment suivre. Je suis le Dr Franck, merci d'avoir écouté ce premier volet. Quand vous serez prêt, je vous invite à écouter la suite pour compléter votre plan de santé après 50 ans. Nous reprenons maintenant la suite du plan complet pour rester en meilleure santé après 50 ans. Dans le premier volet, nous avons parlé de votre bilan de départ, de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil. Dans ce deuxième volet, nous allons voir ensemble la gestion de la tension, du sucre et du cholestérol, la protection de vos articulations, de votre dos et de vos genoux, la santé de votre cerveau et de votre mémoire, la gestion du stress et du moral, l'importance de vos sens, vue, audition, dents, bouche, et enfin, comment transformer tout cela en un plan concret, simple et réaliste. Installez-vous confortablement et souvenez-vous, l'objectif n'est pas de tout changer en un jour, mais de comprendre puis de choisir une ou deux choses à appliquer dès maintenant. Commençons par un pilier très important après 50 ans, la gestion de la tension, du sucre et du cholestérol. Ces trois éléments sont souvent invisibles. Ils ne font pas forcément mal. C'est pour cela qu'on les appelle parfois des tueurs silencieux. Pourtant, ils ont un impact énorme sur votre cœur, vos artères, vos reins, votre cerveau. Parlons d'abord de la tension artérielle. La tension, c'est la pression du sang sur la paroi de vos artères. Une tension un peu élevée ponctuellement parce que vous êtes stressé ou que vous venez de faire un effort, ce n'est pas grave, votre corps est fait pour s'adapter. Mais une tension trop élevée, trop souvent, pendant des années, abîme peu à peu l'intérieur de vos vaisseaux. Elle fragilise les artères du cerveau, ce qui augmente le risque d'accident vasculaire cérébral. Elle fatigue le cœur, qui doit pomper plus fort, ce qui augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Elle agresse les reins, qui filtrent le sang en permanence. Beaucoup de personnes vivent des années avec une tension trop haute sans le savoir. C'est pour cela que la mesure régulière de la tension est essentielle, surtout après 50 ans. Si votre médecin vous a déjà dit que vous aviez de l'hypertension, ce n'est pas une phrase à prendre à la légère puis à oublier. C'est un signal fort. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Par l'alimentation, moins de sel, moins de plats préparés, moins de charcuterie. Par la perte de poids, si vous êtes en surpoids. Par l'activité physique régulière, qui aide la tension à se normaliser. Par la réduction de l'alcool. Et parfois par des médicaments adaptés. Ce qui est dangereux, ce n'est pas tant le médicament bien prescrit, c'est l'hypertension non traitée. Ne modifiez jamais vos comprimés seuls, ne les arrêtez pas brutalement sans avis médical. Mais ne vous dites pas non plus « je ne prends rien, je laisse faire la nature », si votre tension est très haute depuis longtemps. La nature, dans ce cas, abîme vos artères. Parlons maintenant du sucre, de la glycémie. Après 50 ans, notre corps gère moins bien les sucres rapides. Le pancréas se fatigue, les tissus deviennent parfois moins sensibles à l'insuline, l'hormone qui fait entrer le sucre dans les cellules. Un sucre à peine un peu élevé peut passer inaperçu, mais avec les années, il peut évoluer vers un prédiabète, puis vers un diabète de type 2. Le diabète mal contrôlé n'abîme pas seulement le sucre, il abîme les yeux avec la rétinopathie, les reins avec l'insuffisance rénale, les nerfs avec des fourmillements, des douleurs, une perte de sensibilité, les artères avec un risque accru d'infarctus et d'AVC. Là encore, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des marges de manœuvre. Vous pouvez réduire progressivement les boissons sucrées, les desserts industriels, les pâtisseries quotidiennes, privilégier les fruits entiers plutôt que les jus, augmenter les fibres, végétaux, fruits, céréales complètes, légumineuses, bouger un peu plus chaque jour, perdre quelques kilos si vous êtes en surpoids. Un simple changement, comme ne plus acheter de soda pour la maison, peut déjà avoir un impact important si vous en buviez tous les jours. Si votre médecin vous a diagnostiqué un prédiabète ou un diabète, ce n'est pas un échec, c'est une occasion de prendre les choses en main. Ne soyez pas dans le déni. Posez des questions.
Demandez ce que vous pouvez faire dans votre alimentation et votre activité pour améliorer vos résultats, en plus ou parfois avant les médicaments. Parlons enfin du cholestérol. Le cholestérol n'est pas un ennemi en soi, votre corps en a besoin. Mais quand certaines fractions du cholestérol, comme le LDL, sont trop élevées, surtout en présence d'autres facteurs de risque, comme le tabac, l'hypertension ou le diabète, les artères peuvent se charger de plaques. Ces plaques, un jour, peuvent se fissurer, former un coyot et boucher une artère du cœur ou du cerveau. Après 50 ans, surveiller son cholestérol est logique. Une alimentation plus riche en légumes, en fruits, en fibres, en bonnes graisses comme l'huile d'olive ou le colza, en poissons gras et plus pauvre en charcuterie, fritures, graisses industrielles, aide souvent à l'améliorer. Dans certains cas, les médicaments hypocholestérolémiants, comme les statines, sont utiles pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires. Ce n'est pas une question de bons ou mauvais médicaments en théorie, mais d'évaluation personnalisée du rapport bénéfice-risque pour vous avec votre médecin. L'essentiel à retenir de cette partie, c'est que surveiller et traiter correctement votre tension, surveiller et corriger votre glycémie, surveiller et corriger votre cholestérol font partie du cœur de votre plan de longévité après 50 ans. Passons maintenant à un autre grand secteur, vos articulations, votre dos, vos genoux, votre mobilité. Pourquoi est-ce si important ? Parce que sans mobilité, même si vos analyses sont parfaites, votre qualité de vie peut devenir très faible. Après 50 ans, les douleurs de dos, de genoux, de hanches, d'épaules deviennent fréquentes. L'arthrose progresse, parfois des tendinites, des discopathies, des hernies, etc. Le réflexe naturel quand on a mal est de moins bouger. On arrête de marcher, on évite les escaliers, on passe plus de temps assis. À court terme, cela diminue parfois la douleur, mais à long terme, cela entraîne une fonte des muscles, une perte de stabilité, des articulations encore plus raides, un risque accru de chute et une dépendance plus rapide aux autres. Votre plan de santé doit donc se poser cette question. Qu'est-ce que je fais pour entretenir ma mobilité ? D'abord, si vous avez des douleurs importantes, ne les ignorez pas. Parlez-en à votre médecin. Il pourra, si besoin, vous orienter vers des radiographies, un rhumatologue ou un orthopédiste, un kinésithérapeute. Avec un kinésithérapeute, vous pouvez apprendre des exercices adaptés à votre cas. Exercices pour renforcer les quadriceps et protéger vos genoux. Exercices pour renforcer les fessiers et soulager vos hanches. Exercices pour mieux tenir votre dos, mieux vous pencher, mieux vous relever. Ensuite, à la maison, vous pouvez intégrer des petits exercices simples. Par exemple, chaque jour, faire quelques minutes de mouvements doux pour vos articulations. Rotation des chevilles, flexion-extension des genoux en position assise, petit cercle de bassin, rotation des épaules. Faire l'exercice « je m'assois, je me relève » d'une chaise, en veillant à ce que le mouvement soit lent et contrôlé, avec la chaise bien stable. Travaillez un peu votre équilibre, vous tenir à une chaise, puis tenir quelques secondes sur une jambe, puis l'autre, en vous soutenant si besoin. L'idée, ce n'est pas de forcer dans la douleur. Une petite gêne, une sensation que ça travaille, est acceptable. Une douleur vive qui coupe le souffle ne l'est pas. La perte de mobilité n'est pas une fatalité totale. Même avec de l'arthrose, bouger mieux est souvent possible, si on s'y prend tôt avec les bons conseils. Passons maintenant à la santé de votre cerveau, de votre mémoire, de votre esprit. Après 50 ans, beaucoup de personnes commencent à remarquer qu'elles cherchent plus souvent leurs mots, qu'elles oublient certains détails, qu'elles ont du mal à se concentrer longtemps, qu'elles se demandent « est-ce que je ne deviens pas Alzheimer ?» Une partie de ces changements est normale. Notre cerveau met parfois un peu plus de temps à récupérer une information, mais il y arrive. Ce qui est moins normal, c'est oublier des événements entiers, répéter plusieurs fois les mêmes questions sans s'en rendre compte, se perdre dans des endroits familiers, ne plus gérer des tâches qu'on faisait très bien avant, comme payer les factures, s'orienter, suivre une recette simple, avoir des changements de comportement importants, une désinhibition, des propos incohérents. Dans ces cas-là, il est important de consulter un médecin, parfois un neurologue ou un gériatre, pour faire un bilan plus approfondi. Mais avant d'en arriver là, vous pouvez faire beaucoup pour protéger votre cerveau.
Vous avez déjà entendu certains de ces conseils, mais je vais les rassembler clairement. D'abord, tout ce qui protège le cœur protège aussi le cerveau. Une bonne gestion de la tension, du sucre, du cholestérol, du poids, une activité physique régulière, un sommeil de qualité, une alimentation de type méditerranéen sont autant de protections contre le déclin cognitif. Ensuite, votre cerveau a besoin de stimulation. Imaginez-le comme un réseau de routes. Plus vous avez de routes, plus vous pouvez détourner le trafic si une route se bouche. Vous entretenez ce réseau en faisant travailler votre cerveau de différentes façons. Lire des livres sur des sujets variés, apprendre de nouvelles choses, quelques mots d'une langue étrangère, un instrument, une nouvelle recette, un nouveau jeu. Faire des jeux de mémoire, des mots croisés, des sudokus, mais pas uniquement. Changer de trajet pour aller à un endroit. Participer à des discussions, des débats, des activités en groupe. Vous n'avez pas besoin de devenir un génie des mathématiques. L'important, c'est de rester curieux, de ne pas laisser votre cerveau en mode pilote automatique tout le temps. Les relations sociales sont aussi une forme très puissante de stimulation cognitive. Discuter, écouter, répondre, adapter son langage, se souvenir des détails, tout cela fait travailler votre cerveau. Enfin, surveillez votre morale. Une dépression peut donner des symptômes qui ressemblent à des troubles de la mémoire, difficultés de concentration, impression de brouillard dans la tête, perte d'intérêt. Traiter une dépression, c'est aussi traiter un facteur de risque cognitif. Passons maintenant à la gestion du stress et du moral. Je sais que dire « il faut être moins stressé » à quelqu'un qui a beaucoup de problèmes n'a pas beaucoup de sens. Le stress ne disparaît pas sur commande. Mais vous devez comprendre que vivre dans un état de tension permanente, sans pause, sans récupération, est une façon de vieillir plus vite. Le stress chronique augmente durablement certains messagers chimiques, comme le cortisol et l'adrénaline. À petite dose, ils sont utiles. À forte dose, sur une longue période, ils augmentent la tension artérielle, augmentent le sucre dans le sang, perturbent le sommeil, affaiblissent le système immunitaire, augmentent le risque de dépression, favorisent les comportements à risque, manger trop, fumer, boire, ne plus bouger. Votre plan de santé après 50 ans doit donc inclure des moments de récupération, des moments où votre système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion, peut reprendre un peu le dessus. Concrètement, cela peut être 5 à 10 minutes par jour de respiration profonde, une marche tranquille dans un parc sans téléphone, en regardant autour de vous, une activité de relaxation, méditation, prière, yoga doux, tai chi, selon vos croyances et vos possibilités. Des temps sans écran, sans informations anxiogènes. Des moments où vous faites quelque chose simplement parce que cela vous fait plaisir, pas parce que il faut. Si vous vous sentez constamment écrasé, triste, vidé, sans goût à rien depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, cela dépasse le simple stress. C'est peut-être une dépression. Dans ce cas, en parler à votre médecin n'est pas un caprice, c'est une nécessité. La dépression se soigne, et soigner votre esprit fait partie intégrante de votre santé physique. Parlons maintenant d'un aspect que l'on oublie souvent, vos sens. Votre vue, votre audition, votre dentition, votre capacité à mastiquer sont des éléments clés de votre santé globale. Pourquoi ? Parce que mal voir augmente le risque de chute, d'accident, de retrait social. Mal entendre vous coupe des conversations, vous isole, fait travailler votre cerveau beaucoup plus pour décoder les sons, et cela peut à long terme augmenter le risque de déclin cognitif. Une mauvaise bouche, des dents abîmées, des gencives malades peuvent provoquer des infections, rendre difficiles certains aliments, appauvrir votre alimentation et même être liés à certaines maladies cardiovasculaires. Après 50 ans, il est raisonnable de faire vérifier régulièrement votre vue, adapter vos lunettes si nécessaire, envisager avec un ophtalmologue le traitement d'une cataracte si elle gêne vraiment votre vie quotidienne, faire un bilan auditif si votre entourage vous dit que vous entendez mal, que vous faites souvent répéter, que vous augmentez beaucoup le volume de la télévision, ne pas avoir peur des appareils auditifs modernes, ils sont bien plus discrets et performants qu'avant. Voir un dentiste régulièrement, même si vous n'avez pas mal aux dents, pour vérifier l'état de vos gencives, de vos dents, de vos prothèses. Investir du temps dans vos sens, c'est investir dans votre autonomie, votre sécurité, vos relations, votre plaisir à manger, à lire, à voir vos proches, à participer à la vie. Nous arrivons maintenant à la dernière partie.
comment transformer tout cela en un plan concret et réaliste. Vous avez entendu beaucoup de choses, c'est normal si votre tête est un peu pleine. Mais souvenez-vous, le but n'est pas de tout faire d'un coup, le but c'est de choisir. Je vous propose une méthode en 3 temps. Premier temps, faites une liste des domaines où vous sentez que vous êtes le plus vulnérable. Par exemple, je mange beaucoup de produits industriels et peu de légumes. Je bouge très peu, je suis souvent assis. Je dors très mal. Je ne connais pas ma tension, mon sucre, mon cholestérol. J'ai beaucoup de douleurs aux genoux et au dos. Je me sens très stressé ou très triste. Je vois mal, j'entends mal, mais je repousse les rendez-vous. Écrivez ces phrases noir sur blanc. Les voir écrites aident à clarifier les choses. Deuxième temps, choisissez une priorité numéro 1 et éventuellement une priorité numéro 2 pour le mois qui vient. Par exemple, priorité numéro 1, prendre rendez-vous avec mon médecin pour un bilan. Priorité numéro 2, marcher 10 minutes chaque jour. Ou encore, priorité numéro 1, réduire les boissons sucrées et augmenter les légumes 1 fois par jour. Priorité numéro 2, éteindre les écrans 1 heure avant le coucher. Ne choisissez pas 5 priorités. Choisissez-en 1 ou 2. C'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus efficace. Troisième temps, transformez chaque priorité en action très concrète. Par exemple, au lieu de dire « je vais mieux manger », dites « à partir de demain, je mets un légume à chaque déjeuner et je n'achète plus de soda pendant 1 mois ». Au lieu de dire « je vais faire du sport », dites « tous les jours, après le petit déjeuner, je marche 10 minutes, même si c'est dans la maison ou autour du pâté de bloc ». Au lieu de dire « je vais mieux dormir », dites « tous les soirs, à partir de 21h30, j'éteins la télévision et le téléphone et je lis ou écoute de la musique calme pendant 30 minutes avant d'aller au lit. » Plus vos actions sont précises, plus il est facile de savoir si vous les avez faites ou non. Au bout de quelques semaines, quand une action commence à devenir une habitude, vous pouvez ajouter une nouvelle brique à votre plan. Petit à petit, sans presque vous en rendre compte, votre façon de vivre aura changé. Votre sommeil sera un peu meilleur, votre alimentation un peu plus saine, votre activité un peu plus régulière, vos bilans un peu mieux contrôlés. Et tout cela, mis bout à bout, ralentira le vieillissement de votre corps, diminuera certains risques et augmentera vos chances de rester autonome plus longtemps. Je veux terminer avec un message simple. Vous ne pouvez pas décider du jour et de l'heure exacte de votre mort, mais vous pouvez beaucoup influencer comment vous allez vivre les années qui viennent. Prendre soin de vous après 50 ans, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une façon de respecter votre corps, de respecter aussi ceux qui vous aiment et qui souhaitent vous garder auprès d'eux en meilleure forme le plus longtemps possible. Si ce plan complet vous a aidé à y voir plus clair, à comprendre ce qui compte vraiment pour votre santé après 50 ans, je vous invite à mettre un « j'aime la chaîne », à vous abonner à la chaîne Santé plus 50+ et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. En commentaire, dites-moi quelle est votre priorité numéro 1 après avoir écouté ces 2 volets et quelle action très précise vous engagez-vous à commencer dès cette semaine. Je suis le Dr Franck, merci pour votre confiance et à très bientôt sur Santé plus 50+ pour d'autres vidéos pour vous aider à mieux bouger, mieux manger, mieux dormir, mieux penser et mieux vivre après 50 ans.